Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un événement qui, sur le papier, n'était qu'un match de football, mais en réalité, ça a pris des allures de véritable drame psychologique. C'est l'histoire d'une qualification qui n'a pas été obtenue par l'élégance, mais vraiment arrachée. Par la force, une bataille où la tension, la stratégie, tout ça a complètement pris le pas sur le spectacle. Et pour bien comprendre, il faut planter le décor. On est à Rabat. Le match, c'est Algérie contre la République démocratique du Congo. Mais plus qu'un match, c'était un siège. Vraiment, d'un côté, on a l'équipe algérienne, la favorite, qui tourne autour d'une forteresse sans trouver la faille. Et de l'autre, un adversaire qui n'est pas venu pour jouer. Non, il est venu pour construire ce que les sources appellent un mur, un bloc infranchissable. Et surtout, comment un héros que personne, mais alors personne n'attendait, peut surgir de l'ombre pour tout changer. Et tout ça, ça se résume en un cri. Un cri d'un commentateur qui a tout lâché. Ya Yemma, Ya Yemma, Ya Adel, Ya Gaul. Quelque chose comme oh maman, Adel, quel but. On sent toute la libération d'une nation dans ces quelques mots. Alors, commençons par le début, cette physionomie du match. C'est presque une caricature. L'Algérie a le ballon, tout le temps. Les chiffres sont là, 59% de possession. C'est énorme. Énorme, mais complètement vide de sens. J'ai un chiffre qui résume tout. Ah oui, 0. 0 tir cadré pour l'Algérie en première mi-temps. 0. C'est incroyable. Comment est-ce possible? Dominer autant et être aussi inoffensif. On a l'impression qu'il tournait en rond. C'est parce que le plan du Congo n'était pas de jouer au football. C'était de pratiquer une sorte d'anti-football. C'est une stratégie de l'étouffement, parfaitement exécutée. Le chiffre clé, ce n'est pas la possession. C'est les 41 fautes sifflées. 41. Oui. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de l'agressivité. C'est un outil tactique. Chaque faute est là pour casser le rythme, hacher le jeu, pour transformer un match technique en guerre de tranchées. C'est une approche très cynique. Cynique mais redoutable. On refuse le combat là où l'adversaire est fort pour l'amener sur notre terrain. Le combat physique et mental. C'est donc une guerre psychologique autant que physique. Cette frustration permanente de voir chaque action stoppée, ça doit être terrible pour les joueurs. Exactement. La nervosité monte, l'agacement. Et la lucidité disparaît. C'est le but. On pousse l'autre à la faute technique, à la passe ratée. Et le temps devient l'allié de celui qui défend. Chaque minute qui passe, le doute s'installe chez les favoris. C'est là que le piège de la possession se referme. Et cette pression, cette torture psychologique, j'imagine que personne ne l'a plus ressenti que le capitaine Riyad Mahrez. Les sources sont très dures avec lui. Elle parle de l'une de ses pires soirées. L'expression utilisée est forte. Un corps présent, mais un esprit absent. Ouch, ça fait mal pour un joueur de ce calibre. Et les statistiques confirment. C'est brutal. 0 passe clé, 0 dribble réussi, 0 tir. Rien. Le néant, on est face à une illustration clinique du fardeau du joueur star. Tout le plan de jeu, consciemment ou non, reposait sur lui. On attendait son éclair de génie, son exploit individuel. L'attente était sur un seul homme. Exactement. Et quand cet homme est éteint, bien coupé du reste de l'équipe, il devient une sorte de trou noir. Non seulement il ne produit rien, mais ses coéquipiers continuent de le chercher par réflexe. Il paralyse toutes les autres options. L'équipe devient dépendante d'un fantôme. C'est terrible. C'est fascinant et en même temps c'est terrible. Ça pose une question, est-ce que c'est entièrement sa faute à lui qui n'a pas su répondre présent ou est-ce que c'est le système de jeu qui l'a complètement isolé et l'a fait crouler sous ce poids? C'est une responsabilité partagée, je pense. Lui-même semblait porter, comme le dit une source, des montagnes sur ses épaules. Il n'a pas su simplifier son jeu. Mais le système est aussi coupable. Pas de plan B. Aucun. Quand votre seule stratégie, c'est donner le ballon au génie, vous êtes très vulnérable le jour où le génie n'est pas là. Et c'est là que l'histoire bascule. On est à la 70e minute, 0-0. La tension est irrespirable. Et l'entraîneur, Vladimir Petković, fait un geste. Pour beaucoup, c'est un sacrilège. Il sort son capitaine. Sa star, Riyad Mahrez. Le geste est fort. Ma première réaction, c'était « Mais il est fou ! C'est le seul qui peut débloquer la situation. » C'était un coup de poker ou c'était logique? C'est là que l'analyse est intéressante. On peut y voir de l'audace folle, comme vous dites, mais on peut aussi le voir différemment. Est-ce vraiment de l'audace ou est-ce que c'est un acte de pure survie? Ah, c'est une autre lecture. Petković a regardé la situation froidement et il a compris que continuer comme ça, c'était, je cite, un suicide tactique. Maintenir un joueur fantomatique sur le terrain, c'était jouer à 10. Son geste, ce n'est peut-être pas tant un coup de génie qu'un constat d'échec de son propre plan. La seule option qui lui restait.
Vu comme ça, c'est moins romantique, c'est sûr, mais sans doute plus juste. Mais qu'importe la raison, le résultat est le même. Cette décision a tout changé. Absolument, parce que ce n'est pas qu'un changement de joueur. C'est un message psychologique d'une puissance incroyable envoyé à tout le groupe. C'est un message qui dit quoi, il semble? Il dit « Les statuts, les noms, c'est terminé. Le roi est sorti, maintenant vous êtes tous responsables. » En sortant Mahrez, il a libéré l'équipe. Libéré d'un poids. Exactement. Soudain, les joueurs ont arrêté de chercher le même homme. Ils ont levé la tête. Ils se sont remis à penser par eux-mêmes. C'est l'instant précis où le collectif a repris le pouvoir sur l'individu. Et le match file en prolongation. La tension est à son comble. La fatigue, les blessures qui s'accumulent. Ismaël Bennacer qui sort aussi, c'est un autre coup dur. Oui, un autre cadre en moins. Et la perspective des tirs au but, cette loterie terrifiante, elle devient de plus en plus réelle. On sent que ça se dirige vers ça, oui. Et c'est là, dans ce chaos, qu'un jeune joueur entre. Adel Boulbina. Un nom que, honnêtement, peu de gens attendaient à ce moment-là. L'entraîneur avait une dernière carte. Et ce n'est pas un joker, c'est une carte logique. Boulbina, il joue au Qatar. Il est un peu loin des radars européens. Il apporte deux choses capitales. La fraîcheur physique, bien sûr. Mais pas seulement. Non, surtout une fraîcheur mentale. Il n'est pas contaminé par les 100 minutes de frustration qui ont précédé. C'est le remplaçant parfait qui a lu le match depuis le banc, qui a vu les espaces se créer avec la fatigue des autres. Il sait où aller. Et on arrive à ce moment suspendu. 119e minute. Le destin semble scellé. Et là, l'impensable. Une passe. Une simple passe trouve ce jeune en position idéale. Il ne réfléchit pas. Il arme une frappe surpuissante. Une balle de miséricorde, comme le disent les sources. Une roquette qui vient s'écraser dans les filets. Et c'est l'explosion. C'est la délivrance. C'est la naissance d'un héros, sorti de nulle part pour réussir là où toutes les stars avaient échoué. C'est un moment magique, mais c'est la conséquence directe du tournant tactique de la 70e minute. Il faut bien voir l'action. Ce but aurait été impossible 1 heure plus tôt. Pourquoi? La passe qui arrive à Boulbina ne lui serait jamais parvenue. Elle aurait été instinctivement dirigée vers Mahrez, qui aurait eu 3 défenseurs sur lui. Là, la balle va au joueur le mieux placé, peu importe son nom. Et lui, avec sa lucidité et son énergie, il transforme l'occasion. C'est la victoire du pragmatisme sur le prestige. C'est éclatant. Au-delà de ce scénario incroyable, les sources nous invitent à prendre un peu de hauteur. Ce match n'est pas un cas isolé en fait. On voit d'autres grandes nations du continent souffrir de la même manière. L'Égypte qui peine contre le Bénin, la Tunisie qui tombe contre le Mali. Le Nigeria aussi, qui reste marqué par ses échecs. Alors, c'est une coïncidence ou le symptôme d'un changement plus profond dans le football africain? C'est une tendance de fond, c'est très clair. La hiérarchie traditionnelle, elle est en train d'être dynamitée. Le concept de petites équipes aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est obsolète. Partout, le niveau de discipline tactique, de préparation physique a fait un bond immense. Le talent individuel ne suffit plus. C'est la grande leçon. L'Algérie l'a apprise dans la douleur. La possession stérile, c'est un piège pour les orgueilleux. Seul le réalisme, parfois brutal, est devenu la clé de l'or. Alors si on devait résumer cette soirée, que faut-il retenir? Pour moi, la première leçon, c'est une leçon d'humilité. Avoir le ballon, ça ne veut pas dire gagner. Loin de là. La deuxième, c'est que le courage tactique d'un entraîneur, sa capacité à prendre une décision impopulaire, mais juste, peut être plus décisif que le talent d'un joueur. C'est la victoire de la stratégie sur le statut. Les héros inattendus. Exactement. Cette rencontre, c'est une métaphore de l'évolution de ce sport. La vraie force d'une équipe, ce n'est plus seulement son 11 de départ. C'est la profondeur de son banc, son intelligence collective et sa capacité d'adaptation. L'Algérie s'est qualifiée ce soir-là, non par son art, mais par sa résilience. Et une efficacité clinique. Et l'histoire est loin d'être finie. Le prochain obstacle, c'est le Nigeria. Une équipe qu'on décrit comme ne pardonnant aucune erreur. Le test sera encore plus élevé. Et tout cela nous laisse avec une dernière réflexion. Un paradoxe peut-être. Dans un sport de plus en plus obsédé par les stats, par les superstars, la plus grande force d'un collectif ne résiderait-elle pas finalement dans la capacité de ses membres les plus anonymes à s'emparer de l'instant décisif, précisément quand toutes les lumières sont braquées ailleurs?